Chers investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept. Faut-il investir à la montagne? En 2024, on pourrait se dire, en fait, la montagne, il ne faut plus investir, c'est un marché qui n'est pas rentable. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, on va décrypter le marché de l'investissement à la montagne. Il y a 4 grandes zones dans lesquelles on peut investir à la montagne en France. Je vais te les citer et après on va décrypter chacune des différentes zones pour voir quel est le potentiel de chacune de ces zones. 1, bien évidemment, les Vosges. Les Vosges se trouvent au nord-est de la France, c'est des stations qui sont de très basse altitude, voire de moyenne altitude, avec une fréquentation principalement de skieurs et de clientèle française. Donc peu d'intérêt pour investir à la montagne, sachant qu'on a le réchauffement climatique et que l'enneigement, quand on regarde sur une période très long terme, l'enneigement a tendance à diminuer, même s'il diminue très légèrement, contrairement à ce que peuvent dire les médias. Deuxième zone où on pourrait investir à la montagne, c'est le Massif central. Massif central qui se situe au centre de la France. On a un petit peu la même problématique avec une clientèle qui est exclusivement française, qui a un pouvoir d'achat qui est relativement limité, des stations qui sont de moyenne altitude, voire de basse altitude, avec donc un enneigement qui est viable que la moitié de l'année. Le Massif central a eu la plus belle innovation en termes d'enneigement artificiel, avec de la neige qui a été créée jusqu'à 10 à 15 degrés quand il faisait des températures extérieures. Donc on voit que la technologie permet d'aider aussi l'enneigement. On a également les Pyrénées. Donc les Pyrénées, c'est des stations de plus haute latitude, ça monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut driver une clientèle française et une clientèle espagnole. Donc on a une zone de chalandise qui est plus importante. On a de très belles stations, des belles stations de haut de gamme. Mais souvent, on a un problème d'enneigement au niveau des Pyrénées. Donc la saison est relativement courte, sachant qu'on a, tu verras, 2 saisons. Et la dernière zone, celle que je privilégie et celle sur laquelle on va concentrer notre vidéo, c'est les Alpes. Alors les Alpes, il y a les Alpes françaises, les Alpes italiennes, les Alpes suisses qui constituent les Alpes dans son ensemble. C'est une chaîne de montagnes qui est remarquable et qui est comparable aux plus belles chaînes de montagnes, notamment les Grandes Rocheuses aux États-Unis, au Canada. On a également l'Alaska, en Russie, dans le Caucase, on a également de très belles chaînes de montagnes. On a bien évidemment l'Himalaya qui monte à des sommets supérieurs à 8000 mètres d'altitude, mais avec très peu de stations, très peu d'équipements. Mais bref, et les Alpes, c'est l'endroit du monde qui concentre le plus grand nombre de stations, le plus grand nombre de skieurs et aussi le plus grand nombre d'hôtels de luxe destinés à la montagne. Donc c'est clairement là où il faut investir et on a la chance d'avoir les plus belles Alpes en France. On le voit, on a le Mont Blanc qui est donc le sommet le plus haut des Alpes. Donc maintenant on sait où investir. Voyons maintenant un petit peu en fait, les caractéristiques d'un marché à la montagne par rapport à un marché traditionnel. Un marché à la montagne, c'est un marché qui est dédié exclusivement à la location saisonnière. On ne peut pas faire de location traditionnelle à l'année. On pourrait le faire, mais ça reste un marché très petit qui n'est pas intéressant en tant qu'investisseur immobilier. Et donc, on va se concentrer sur de la location saisonnière à la montagne. Avec le réchauffement climatique, avec les effets du Covid aussi, on a de plus en plus de demandes de personnes qui veulent bien évidemment aller à la montagne pour skier donc l'hiver, mais on va avoir de plus en plus de personnes qui vont venir, de vacanciers qui vont venir l'été et même maintenant au printemps. Et donc en fait, on commence à voir des stations de ski qui se sont organisées autour de 2 voire 3 saisons. Ça devient des stations balnéaires et des stations hivernales. Et on va avoir donc du coup, en tant qu'investisseur immobilier, une saisonnalité qui va se lisser dans le temps, notamment entre l'hiver et l'été-printemps, à tel point que certains investissements ont des revenus aussi importants l'été-printemps avec l'hiver. On va parler également en fait de l'organisation des stations de ski, du nombre de skieurs, comment ils arrivent. Donc dans les Alpes, comme aéroport Nice, on a Genève, on a l'aéroport de Chambéry, notamment pour les jets privés. On a Courchevel qui a les aérodromes, Méribel aussi. On a bien évidemment en Suisse, Stade, etc., etc. Donc on a un équipement pour pouvoir attirer une clientèle internationale qui va arriver en train, en avion ou en voiture, qui est extrêmement bien desservi. Et donc au niveau des chiffres, le nombre de skieurs qui en fait vient régulièrement, qui consomment de la station de ski dans les Alpes, il est stable, généralement moins 0,5% par an. Et donc ça, c'est la demande. Donc on voit que la demande, elle est relativement stable. Et au niveau de l'offre, qu'est-ce qui se passe? En fait, avec le réchauffement climatique, on a un nombre de stations ouvertes qui est en train de diminuer de manière drastique. Donc toutes les stations de basse altitude, toutes les stations qui n'ont pas les ressources financières pour pouvoir avoir une infrastructure qui permet d'accueillir la clientèle exigeante, milieu de gamme et haut de gamme, toutes ces stations sont soit déjà mortes,
ou en train de fermer ou vont fermer. À horizon 10 ans, on aura le nombre de stations qui aura diminué par 2. Donc une demande stable d'un côté et une offre qui va être diminuée par 2. On a un déséquilibre offre-demande qui est en train de se créer. Et donc les stations de haute altitude, les stations avec un équipement important, les stations dotées d'équipements de neige artificielle vont voir leur prix augmenter de manière importante dans les prochaines années parce que les gens voudront toujours aller skier. Si tu as déjà été skié, moi je skie très régulièrement, si tu me suis sur les différents réseaux, tu vois que je skie à peu près tous les week-ends, toutes les vacances, c'est ma passion. J'ai été un compétiteur de haut niveau, j'ai fait les championnats de France, certains championnats d'Europe. J'ai été moniteur de ski, donc je connais bien le ski et je suis très régulièrement. Je suis un grand fan de freeride, donc je voyage énormément dès qu'il y a une chute de neige le lendemain quand il fait beau. Je suis généralement hors piste ou je fais du ski, je profite en fait de la neige, de la poudreuse parce qu'effectivement ça devient de plus en plus rare de pouvoir en profiter parce que de plus en plus de gens aussi avec l'évolution technologique que l'on voit au niveau des skis ou c'est vrai aussi au niveau du snowboard, c'est de plus en plus facile de skier, donc on apprend extrêmement vite notamment avec les méthodologies de l'école de ski. 2, on arrive très facilement à aller hors piste maintenant avec les nouveaux skis extrêmement larges, donc tout le monde adore aller hors piste, c'est vraiment une sensation de liberté qu'on retrouve très peu dans d'autres sports. Être à la montagne, on connaît l'air pur quand on voit tout ce qui s'est passé entre le Covid, les gens cherchent de plus en plus de naturel, les gens recherchent de l'évasion, du loisir, les gens travaillent de moins en moins, on parle de semaines de 4 jours, on a les 35 heures en France, on voit de plus en plus aussi de personnes, même des entrepreneurs qui vont chercher un balance lifestyle et vie entrepreneuriale, vie business et qui peuvent travailler maintenant même dans les chalets. Moi j'ai des amis qui travaillent dans les chalets régulièrement et qui vont skier une demi-journée et travailler une demi-journée de manière intensive pour faire quasiment l'équivalent d'une journée. J'étais encore il n'y a pas très longtemps en train de faire du ski hors piste en pleine semaine parce qu'effectivement il y avait une chute de neige. Bref, on voit qu'on a une demande de plus en plus importante pour plus de loisirs. La montagne, ça offre une expérience juste extraordinaire, donc une demande qui est constante et en revanche une offre qui baisse, donc ça veut dire plus de demandes locatives, une pression à la hausse sur les prix et bien se concentrer sur les stations qui vont survivre, les bonnes stations qui vont évoluer pour s'organiser pour avoir de l'enneigement l'hiver et pour pouvoir aussi proposer des activités sportives, du loisir l'été. Le décor est planté. Maintenant, essayons de comparer un investissement à la montagne par rapport à un investissement résidentiel traditionnel. Donc, un investissement à la montagne, ça va être un investissement qui va être rentable dans 2 périodes. Donc, on parle vraiment de location saisonnière ici. La période effectivement hivernale qui démarre généralement pour les meilleures stations fin novembre, tout début décembre et qui se termine généralement début mai pour certaines stations comme Val Thorens qui ferment extrêmement tard, mais généralement ça s'arrête fin mars, début avril. Et généralement, la saison continue pour ces stations qui ont réussi à avoir une évolution, notamment proposer des loisirs, proposer des activités sportives toute l'année. Alors il y a du vélo, il y a des retraites, il y a la marche, la randonnée, il y a le JDT, tir à l'arc, l'escalade, les canyonings, bref, il y a énormément d'activités. Il y a de plus en plus de retraités qui vont en intersaison parce que c'est moins cher, les prix baissent. Donc on a vraiment un temps fort l'hiver. L'été aussi, on a un temps fort qui est de juillet-août où il y a beaucoup de gens. Si on regarde l'investissement traditionnel, on est généralement sur, effectivement, on peut faire la location saisonnière si on est sur une station balnéaire, mais là avec toujours une saisonnalité. Donc ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, moi c'est mon cas, moi j'ai certains biens qui sont en location saisonnière l'été et qui marchent extrêmement bien l'été et un peu moins bien l'hiver, notamment sur la Côte d'Azur, Cannes, Antibes, Nice. Et à l'inverse, à Oron, Isola 2000, ou bref les différentes stations de ski, on a en fait des revenus qui sont importants l'hiver, un petit peu important l'été, mais entre les 2 saisons, on a très peu de revenus. Donc tout ça peut s'équilibrer, notamment pour équilibrer une trésorerie quand on a des revenus locatifs saisonniers, ça peut être intéressant. Mais si on revient sur l'immobilier traditionnel avec des revenus récurrents, quand on fait de la location saisonnière et quand on est sur l'immobilier à la montagne, on loue à des prix bien plus élevés, donc les prix à la nuitée qui sont bien plus élevés. Moi, je le vois sur mes différents biens, je suis à peu près à 2,5 fois, 3 fois le prix de la nuitée sur un bien qui est à la montagne par rapport à un bien qui est sur la Côte d'Azur. Alors, à une saison équivalente, bien évidemment. Donc on a vraiment une grosse différence entre la montagne et la mer, et surtout une grosse différence avec l'immobilier traditionnel. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important à noter dans l'investissement à la montagne, c'est que 60 à 80% du stock d'appartements qu'on a à la montagne sont des passoires énergétiques, notamment dans les Alpes du Sud, à Isola 2000, je crois qu'il détient la palme où il y a 85 ou 90% du stock de biens immobiliers qui sont des passoires énergétiques. Donc en fait, il y a une demande énorme pour pouvoir
rénover des biens à la montagne. Et si tu observes un petit peu les biens à la montagne, tu verras qu'il y a énormément de biens qui sont très vétustes, qui sont des années 70, qui ont été construits pas rénovés. Et il y a quelques biens qui se louent beaucoup plus cher, qui captent tout de suite la bonne demande, la demande locative et qui sont des biens rénovés. Et donc pour augmenter un taux d'occupation aujourd'hui, vraiment pour faire la différence, il y a énormément d'opportunités à la montagne pour faire des biens en fait qui sont entièrement rénovés avec un cadre chaleureux et qui se louent extrêmement bien. Contrairement dans les stations balnéaires où il y a énormément de gens qui ont développé le Airbnb, la location saisonnière, tous ces gens-là se sont rués sur cet investissement-là à tel point qu'aujourd'hui, même dans Cannes par exemple, il y a beaucoup trop d'offres par rapport à la demande qui elle reste stable, qui a augmenté un petit peu, mais l'offre a complètement explosé. À la montagne, on n'a pas ça. Parce qu'à la montagne, on a souvent de gens qui ont acheté de l'immobilier, qui avaient les moyens d'acheter de l'immobilier comme une résidence secondaire, plutôt les anciennes générations, plutôt des gens qui effectivement allaient à la montagne les week-ends, etc., profitaient de leur appartement, mais qu'ils ne louaient pas et qu'ils ne le voyaient pas comme un investissement locatif. À la montagne, on parle de lits froids, les lits chauds et les lits froids. Les lits chauds, c'est généralement des hôtels qui sont toujours ouverts et donc disponibles à la location pour pouvoir héberger des gens qui ne sont pas de la région, qui viennent en vacances, qui viennent profiter d'un week-end. Et les lits froids. Les lits froids, c'est des gens qui ont acheté leur résidence secondaire et qui ne les mettent pas en location. Et donc, il y a énormément de lits froids dans le stock des stations de ski. D'ailleurs, les organisateurs, les propriétaires des stations de ski, eux, s'organisent pour justement limiter le nombre de lits froids. C'est pour ça qu'ils privilégient de plus en plus la création d'appart-hôtels et pas d'appartements classiques parce qu'ils veulent que ces appartements soient mis à disposition des touristes pour que ces touristes viennent et qu'il y ait de plus en plus de monde dans ces stations-là. Donc, si je dois faire une conclusion de la comparaison entre immobilier traditionnel et immobilier à la montagne, on voit qu'il y a une grosse différence en termes d'organisation, en termes de gestion. Les travaux peuvent être les mêmes, mais on voit que l'immobilier à la montagne peut être plus rentable. L'immobilier à la montagne, on peut très peu construire, donc le stock va très peu augmenter. Et si tu choisis bien ta station, c'est quasiment assuré que les prix vont monter pour les raisons que j'ai explicitées. Regarde en 2023 ce qui s'est passé. Les prix de l'immobilier résidentiel traditionnel ont baissé de 2 à 5% en fonction des villes. Il y a certaines villes comme Lyon, Nantes qui ont même vu des baisses de 10 à 20%. Quant à la montagne, les prix ont augmenté. Donc en fait, à la montagne, il y a une telle demande par rapport à très peu d'offres. La hausse des taux n'a pas endigué le chemin de la hausse des prix de l'immobilier à la montagne. Ils ont augmenté de 2 à 5% en fonction des différentes zones. Et si on regarde uniquement pour les Alpes, c'est encore plus. On va y passer juste après. Moi, je le vois. Quand j'ai voulu acheter par exemple mon appartement que j'ai à la montagne et qui est à Oron, en fait, ça faisait 1 an et demi que je cherchais dans certains endroits en hyper-centre d'Oron parce que je voulais trouver un bien où je pouvais faire tout à pied pour mon fils, aller directement sur la piste à pied, aller dans le centre-ville au restaurant à pied, pouvoir garer ma voiture le vendredi soir quand j'arrive le week-end et la reprendre seulement le dimanche soir et pas avoir besoin de gérer de la logistique. Pour trouver un appartement comme je cherchais, avec une belle vue, un appartement à rénover, avec un prix on va dire intéressant. J'ai dû attendre 1 an et demi et j'ai eu la chance qu'il y a eu la vente carrément de la moitié d'un immeuble. Et la moitié d'un immeuble, c'était 9 appartements. Ces 9 appartements sont partis dans la journée ou dans les 2 jours. Est-ce que toi, si tu fais l'investissement immobilier, est-ce que tu as déjà vu, surtout avec le contexte de taux qu'on a aujourd'hui, 2023, 2024, est-ce que tu crois que certains biens, tu regarderas sur Castorus, sont en vente depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire certains plusieurs années. Sur les stations, notamment les stations prisées, ça n'arrive pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est extrêmement importante. Une fois plus, dans cette comparaison entre marché immobilier traditionnel et marché à la montagne, c'est que le marché à la montagne, c'est un marché qui est beaucoup plus liquide, qu'on peut revendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Maintenant, parlons des prix, savoir quels sont les prix, comment évoluent les différentes zones et les différentes stations. Alors, j'ai les chiffres exacts, je vais te donner en 2023. Je te rappelle les 4 zones dont on a parlé. Donc, les Vosges, on est à 2555 € en moyenne avec une évolution négative. On est à moins 2,8%. Donc, tu vois, pas intéressant d'y aller. Contexte de taux, plus que ce que je te disais sur la clientèle qui n'est pas forcément la clientèle qui a le plus de pouvoir d'achat. On a le Massif central, 2400 €. Donc, on voit sur les prix bas et une évolution qui a moins 1% en moyenne, pas intéressant non plus. Les Pyrénées, on est un petit peu supérieur, on est à peu près à 2669 € avec une évolution de plus 1%. Donc là, intéressant, mais bon, pour moi, je me focaliserai pas là-dessus. Par contre, on a les Alpes maintenant. Et dans les Alpes, il y a différents types d'Alpes. Il y a les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Les Alpes du Nord font plus 1,6% en 2023 à 6600 €. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes catégories que les autres zones. Et on a les Alpes du Sud. Donc les Alpes du Sud, je connais très bien, je suis originaire du Sud, même si je connais
connais très bien les Alpes du Nord aussi, j'y vais régulièrement skier, j'ai skié dans beaucoup de stations. Mais les Alpes du Sud, on a une augmentation de, tiens-toi bien, plus 6% à 3 563 €. Donc on est quasiment à la moitié en fait des Alpes du Nord. Donc les Alpes du Sud sont en train de rattraper les Alpes du Nord et on va voir pourquoi. Maintenant parlons un petit peu de la segmentation Alpes du Nord, Alpes du Sud. Donc les Alpes du Sud, c'est des Alpes où en fait il y a beaucoup de gens qui y vont le week-end, aussi en semaine, pendant les vacances scolaires, mais c'est des stations qui vivent, on va dire, un peu moins toute l'année quand les Alpes du Nord attirent le monde entier, attirent énormément d'étrangers et sont organisés pour attirer des gens toutes les semaines, pendant toutes les saisons. Je le vois à Val d'Isère, je le vois à Val Thorens, à Méribel, enfin les Trois-Vallées, l'Espace Kili, etc., etc. Bref, donc ces Alpes du Nord sont vues comme étant des Alpes où il y a plus de neige, ce qui n'est pas forcément vrai, on va voir pourquoi, sont vues comme étant plus internationales, mieux équipées. Sauf que les Alpes du Sud ont pris de plus en plus leur revanche, ces 5 à 10 dernières années, changeant complètement leur équipement. Donc on a des équipements qui sont comparables maintenant dans certaines stations des Alpes du Sud par rapport aux stations des Alpes du Nord, qui attirent énormément de familles, énormément de personnes qui veulent évidemment skier, mais aussi profiter des équipements de ces stations-là. Souvent, c'est des stations qui sont plus ensoleillées. On voit l'Alpe d'Huez, par exemple, c'est une des stations les plus ensoleillées qui monte jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Serre-Chevalier attire beaucoup de monde aussi. Oron, Isola 2000 attire tout le bassin de la Côte d'Azur, Nice, Monaco, l'Italie. Et donc, on voit, en fait, c'est un comportement familial où les gens viennent pour faire skier leurs enfants, mais profitent surtout de l'air pur, de la montagne, des restaurants, des infrastructures, des spas, etc., etc. Et on voit que les équipements sont extrêmement importants dans la décision des skieurs d'aller dans les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. Maintenant, parlons des stations, on va dire, haut de gamme, et on va faire le palmarès des stations avec le prix de l'immobilier le plus élevé. On va le faire pour les Alpes du Nord et les Alpes du Sud et on pourra comparer les prix. Donc parlons maintenant des Alpes du Nord. Sur la troisième marche du podium, nous avons Méribel. Méribel a un prix de 12 230 € le mètre carré en moyenne. Donc tu vois, on est sur un prix supérieur à 10 000 € le mètre carré. On est supérieur à Paris. Je te rappelle, Paris est passé sous la barre des 10 000 € le mètre carré. Méribel, il y a énormément de chalets. C'est en plein milieu des Trois-Vallées. C'est extrêmement bien desservi. C'est entre 1700 et 1850 mètres d'altitude, donc on a une station qui marche extrêmement bien. Deuxième station la plus chère en Alpes du Nord, et donc la plus chère aussi en France, Courchevel. Donc Courchevel, en moyenne, c'est 12 800 €. Donc Courchevel, tu as plein de Courchevel. Tu as Courchevel 1650, 1550, mais là où les prix sont les plus chers, là où les grandes fortunes investissent, moi j'ai encore un ami qui a acheté un chalet à plus de 13 millions d'euros à Courchevel, 1850, où tu as tous les meilleurs restaurants, les meilleures boîtes de nuit, les meilleures boutiques, les meilleurs hôtels. Tu as une sous-zone qui s'appelle le Jardin Alpin, où tu as les plus gros hôtels. D'ailleurs, moi, quand j'étais en banque, j'ai financé un hôtel qui s'appelle l'Apogée, tu regarderas sur Internet. L'Apogée Courchevel, qui est un palace, qui vaut plusieurs centaines de millions d'euros maintenant, et qui est extrêmement bien placé dans le Jardin Alpin. C'est là où, en fait, toutes les grandes fortunes achètent des chalets à plus de 100 millions d'euros. Et donc, à Courchevel, effectivement, les prix sont en moyenne à 12 000 €, mais ces chalets-là, dont je te parle, et dans le Jardin Alpin, on peut monter jusqu'à 15, 20, 30 000 € le mètre carré. Et pour finir, la station qui n'était pas forcément la plus chère ces dernières années, mais qui est devenue la station la plus chère, qui a connu une effervescence incroyable, et je vais te dire pourquoi, parce que je connais ça extrêmement bien, c'est Val d'Isère, avec un prix moyen, tiens-toi bien, de 15 268 € le mètre carré, ce qui est juste exceptionnel. Donc Val d'Isère, c'est la liaison Val d'Isère-Tignes. Tignes a aussi un prix qui a beaucoup monté, mais Val d'Isère est extrêmement cher pour plusieurs raisons. Le village est extrêmement beau, la station est très encaissée, donc elle est vraiment entre deux montagnes très encaissées, donc en fait il y a énormément de contraintes au niveau du foncier, très peu de foncier à développer, très peu de nouveaux terrains où on peut construire des hôtels, des appartements et des chalets, parce que c'est très avalancheux, donc en fait la ville ne nous donne pas de terrain à construire, ce qui fait exploser les prix. Donc tu vois, c'est un des indicateurs à regarder quand on veut investir à la montagne. En fait, Val d'Isère, c'est clairement le phénomène le plus important là-dessus, parce que les gens font l'analyse de dire l'espace de ski Tignes-Val d'Isère, c'est un espace de hyper haut de gamme. Les pistes sont très sportives, donc on a beaucoup de rouge, beaucoup de noir. Ça monte jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Un village qui démarre à 1800 mètres d'altitude, c'est plutôt très haut. Les stations de basse altitude qui vont mourir, c'est les stations qui sont entre 1200 et 1500 mètres d'altitude et qui ne montent pas au-dessus de 2000 mètres. Là, effectivement, ces stations-là, il ne faut pas du tout investir. Mais les stations qui montent au-dessus de 2500 mètres, je parle du domaine skiable, là, c'est des stations qui ont de l'avenir. L'enneigement artificiel, on a encore de belles années devant nous. Donc, Tignes-Val d'Isère, on est entre 1800 et 3200 mètres d'altitude. C'est des gens qui n'ont pas de problématique de crédit, ils ne sont pas touchés par le contexte de taux d'intérêt. Ils viennent juste chercher un investissement refuge où ils savent très bien que leur argent est bien gardé, va continuer à progresser, le rendement locatif est extrêmement faible, mais la plus-value qu'ils espèrent faire seront probablement très importantes. Maintenant, parlons un peu des Alpes du Sud. Là, je suis à la maison, je connais bien le marché. Troisième position, dans les Alpes du Sud, nous avons
Serre Chevalier. Serre Chevalier, on est à peu près à 4 955 € le mètre carré. Donc tu vois, on est un peu en dessous des 5 000 € le mètre carré. Station très familiale pour des Parisiens, pour des gens de la zone de Grenoble et autres, qui montent pas hyper haut, qui est une station qui marche, qui fonctionne. La deuxième station la plus chère, c'est Montgenèvre. On a 5 241 € le mètre carré. Pareil, c'est une petite station qui fonctionne bien. Première station en termes de prix et d'évolution. Oui, je maintiens le suspense. J'ai nommé Oron la station où j'ai investi et tu comprends pourquoi j'ai investi dans cette station, parce que c'est la station qui a connu une évolution des prix qui est juste incroyable et je vais t'expliquer pourquoi. L'évolution des prix de l'immobilier dans les stations du Sud est de 6%. L'évolution des prix de l'immobilier à Oron est juste largement supérieur à ça. On est à plus 10, plus 15%. C'est juste incroyable ce qui se passe à Oron. On est à 5 372 € le mètre carré. Là, on se parle, c'était fin 2023. Il est sûr qu'aujourd'hui, on est largement supérieur. C'est une station qui est à 1h30 de Monaco et de Nice. Donc, c'est une station qui est extrêmement bien située. Et donc, la population de Nice, Monaco, Cannes, etc., ce sont des gens qui ont généralement beaucoup d'argent. Et donc, ils sont capables de pouvoir acheter un bien pour y passer le week-end. Un bien où ils sont tranquilles, ils font leur rénovation, ils peuvent poser leurs affaires. Et donc, c'est des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Oron a fait évoluer ses équipements et aujourd'hui on a des équipements qui sont hyper modernes. Tu vois, les équipements qu'on a à Oron sont d'un niveau de ce qu'on peut voir à un Val d'Isère, à un Courchevel ou autre. Les pistes sont extrêmement bien travaillées, hyper larges, bien aplanies, hyper faciles à skier, hyper friendly. Tu as une station qui est quand même avec une taille relativement importante. On a 130 km de piste à Oron, donc en fait c'est relativement grand. On peut y passer une semaine en skiant tranquille. Une super restauration, une restauration qui est montée en gamme. Bien évidemment, l'immobilier est monté en gamme, donc avec des rénovations. Et on a surtout 98% du domaine qui est couvert par des canons à neige. Donc en fait, on peut clairement couvrir la totalité de la station, la totalité du domaine skiable avec de la neige artificielle. Et des fois, ça arrive d'ailleurs, car notamment cette année, il y avait très peu de neige en début de saison. Et en fait, à Oron, on a pu skier toute l'année. Donc maintenant qu'on sait que Oron est de la station la plus chère, avec la meilleure évolution, avec le meilleur potentiel, on va parler du cas de mon investissement à Oron. Je vais te donner tous les chiffres, tu vas pouvoir comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant surtout d'investir à Oron. Donc moi, je voulais, comme je te le rappelle, investir vraiment au centre de la station. C'est ma station de cœur. C'est la station que je connais par cœur. Je connais énormément de gens. J'ai vraiment un réseau qui s'est tissé d'agents immobiliers, d'amis, de skieurs, de moniteurs de ski. Et je voulais vraiment être en plein centre. Et je pense que c'est le meilleur investissement parce que moi, j'ai pensé mon investissement comme un investissement hybride. C'est-à-dire quand on est à la montagne, on peut soit y faire un investissement locatif qu'on loue toute l'année, soit on a suffisamment d'argent et on en fait sa résidence secondaire, c'est-à-dire qu'on y va quand on a envie d'y aller, que ce soit été, hiver, printemps, et le reste du temps, il n'est pas loué. Soit on en fait un investissement hybride, et c'est ce que je fais. Moi, par exemple, il est régulièrement loué, mais je le laisse aussi bloqué pour pouvoir en profiter, parce que moi, je vais en profiter avec mon fils pour faire skier mon fils, skier en famille, et aussi skier à Oron quand j'ai envie d'y aller. Et donc aujourd'hui, je vais te donner des chiffres, et tu vas comprendre que ces chiffres, je vais te les donner comme si c'était un investissement locatif, parce qu'après, chacun choisit de le faire en hybride ou pas. C'est un bien que j'ai payé 150 000 €. À ça, j'ai fait 30 000 € de travaux. J'ai un prix de revient avec les droits de mutation, etc. à peu près à 190 195 000 €. Quand je vais avoir un revenu locatif de plus de 12%. Je le vois aujourd'hui, j'arrive à louer l'appartement à près de 400 € la nuit, notamment quand il y a des pics pendant les vacances scolaires. Il est loué autour des 120, 150, 180, voire 250 € dans les périodes basses. Il est loué le week-end principalement, c'est les week-ends de 3 jours ou les week-ends de 2 jours, mais il est loué aussi pour des personnes qui viennent, des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent prendre des vacances hors période de scolaire. Donc je vais avoir un rendement de l'ordre de 12%. Donc ça, c'est ma rentabilité locative. Je te rappelle que dans l'immobilier, il y a la rentabilité locative, la rentabilité en capital, c'est la plus-value. Et là, les estimations sont juste dingues. Sont dingues parce que le marché de l'immobilier, comme je t'expliquais, il est extrêmement tendu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bien qui est au niveau du prix à Oron, il part comme ça, il part en quelques jours. Quand je parle des copains agents immobiliers, ils ont juste des listes d'attente monstrueuses pour les gens qui veulent investir, notamment sur des biens rénovés. Donc ce bien, si je le revends, je vais faire une marge de 40%. Bon, moi, j'ai pas l'objectif de le revendre parce qu'une fois de plus, c'est un investissement hybride, mais tu comprends la rentabilité d'un projet. C'est-à-dire que pour trouver un projet aussi rentable sur une taille comme ça et aussi facilement, dans l'immobilier traditionnel, c'est quasiment impossible où il faut vraiment être en contact avec les agents immobiliers toute la journée, tout le temps. Donc, immobilier à la montagne, hyper rentable. Immobilier à Oron, extrêmement rentable. Et surtout, en plus d'apporter de la rentabilité, je veux dire de la liberté financière, ce que tu peux rechercher, investir à montagne, c'est quand même un grand kiff parce qu'on va pouvoir profiter des amis, on les invite, on va pouvoir retrouver ses amis avec qui on va faire du ski, on va pouvoir passer des moments inoubliables avec sa famille et avec ses amis. Et donc, en plus d'être un investissement financier, c'est un investissement plaisir. Et donc, si on peut allier les deux, c'est vraiment très cool. Donc, pour récapituler sur cette vidéo, cette première vidéo à la montagne, tu verras, il y en aura plusieurs. Je vais te redonner les critères importants pour investir à la montagne. 1,
il faut regarder bien évidemment l'altitude. L'altitude des stations est extrêmement important. On voit que le réchauffement climatique, les stations qui se sortent le mieux, et là où les gens vont venir investir parce qu'ils se disent qu'il y en a encore pour énormément d'années. On regarde également le domaine, les différents domaines. Le plus grand des domaines, c'est le domaine des Trois-Vallées, 600 km. Oron, c'est une station avec un beau domaine avec 120 km de piste, donc c'est très convenable. En dessous de ça, moi, j'investirais pas. Troisième élément, on regarde les prix de l'immobilier. On regarde l'évolution des prix de l'immobilier et les prix, on va dire, en valeur absolue. C'est un écosystème qui va attirer de plus en plus de gens qui ont de l'argent. Et ces gens-là, en fait, ils veulent être entre eux. L'immobilier va être rénové de plus en plus à Oron parce qu'il y a des gens aussi qui ont rénové, il y a des opérateurs, des marchands de biens qui ont rénové. Donc la station va s'embellir. Les restaurateurs vont monter en gamme, il y a un nouveau spa qui va arriver. Donc en fait, on a des équipements qui créent de plus en plus des services liés à la clientèle fortunée. Et donc les prix de l'immobilier vont continuer à monter. Ensuite, on va regarder le plan des pistes. Et c'est extrêmement important de regarder le plan des pistes et l'équipement. Parce que quand tu vas à Megève, tu sais que les pistes sont pas super. Donc les pistes sont relativement plates, sont assez basses à altitude, sont assez étroites. Les remontées mécaniques sont pas du tout modernes, c'est souvent des téléskis pas du tout agréables, des télésièges qui sont très anciens, pas débrayables. Et donc dès qu'on a un petit pic d'affluence, qu'on est sur des vacances scolaires, on a des fois 20-25 minutes de queue. C'est juste pas admissible pour une station où les prix doivent être, je sais pas, 7, 8, 9 000 € le mètre carré. Ensuite, autre critère d'investissement, c'est les équipements. Les équipements en dehors de, je parle de la station, de ce qui en elle-même, mais du village. On va regarder, quand on va investir à la montagne, on va y aller l'été. Je te compare deux stations que je connais bien, c'est Isola 2000 et Oron qui sont les deux stations les plus connues des Alpes du Sud. Isola 2000, c'est une station qui est plus haute qu'Oron, qui est mieux enneigée qu'Oron. On pourrait se dire, tiens, il faut investir plutôt à Isola 2000. Moi, j'ai décidé d'investir à Oron parce que, en fait, à Isola 2000, ça marche pas l'été. C'est très rocailleux, beaucoup de rochers, très peu d'activité l'été, très peu de monde. L'immobilier n'est pas beau, donc on n'a pas envie d'être là-bas l'été. Et donc, en fait, l'été, l'affluence est très faible. À Oron, l'été, tous les restaurateurs sont ouverts à tel point qu'il y a énormément de monde. Il y a bien évidemment du VTT de descente. Les remontées mécaniques sont ouvertes pour les randonneurs, pour les gens qui veulent faire du VTT. Donc en fait, c'est une station qui est aussi organisée pour l'été. Et ça, c'est extrêmement important de regarder quand on investit à la montagne, qui ont la capacité d'évoluer vers aussi du loisir l'été, soit qui vont avoir, on va dire, l'organisation pour pouvoir le faire. On arrive à la fin de cette première vidéo sur le concept de l'investissement à la montagne. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera aussi d'investissement à la montagne, mais là, on parlera d'une nouvelle station dans laquelle je suis en train d'investir. Essayez de deviner en commentaire quelle station dans laquelle je suis en train d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur l'investissement à la montagne. C'est un tout nouveau concept que je teste. Bien évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Et surtout, on se retrouve très bientôt sur les pistes.